Et donc ce que je voudrais faire, donc maintenant, donc là on rentre dans le vif du sujet de la matière du cours. Donc je voudrais qu'on réfléchisse un peu à la manière de construire un instrument de mesure qui permet de récolter des données sur l'humain et un instrument de mesure particulier qu'on appelle le test. Alors je vous ai remis ici deux définitions. Vous vous souvenez qu'on avait vu tout un ensemble de définitions du test. Je vous en ai remis deux ici qui me semblaient intéressantes, qui étaient donc la première, Zazo, qui dit que le test est une épreuve strictement définie dans ses conditions d'application et dans son mode de notation qui permet de situer un sujet par rapport à une population elle-même bien définie. Je vous remets ça comme ça, maintenant on est tous bien d'accord de quoi on parle quand on parle d'un test. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que c'est strictement défini. On ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles très précises pour la passation de l'épreuve ou des petites épreuves. Il y a des conditions, dans ces conditions d'application et dans son recueil d'informations, le recueil de l'information, et puis aussi dans son mode de notation, parce que souvenez-vous, pour qu'il y ait test, il faut qu'il y ait tâche du sujet. Le sujet doit effectuer une tâche, et puis cette tâche, elle doit pouvoir être quantifiée, et puis donc si elle est quantifiée, ça veut dire qu'il y a une numérisation quelque part, et donc une notation des performances du sujet par rapport au test. L'autre définition qui était un peu plus jeune, qui était celle de l'AIP, qui était qu'un test est une épreuve définie, impliquant une tâche à remplir, identique pour tous les sujets examinés, évidemment, on ne va pas varier les tâches d'un sujet à l'autre, avec une technique précise pour l'application du succès ou de l'échec, ou pour la notation numérique de la réussite. La tâche peut comporter la mise en œuvre soit de connaissances acquises, soit de fonctions socio-motrices ou mentales. Alors, peut-être une chose intéressante quand on parle de succès ou d'échec, ou de réussite, ça va plus loin du fait de dire, si vous demandez un sujet 2 plus 3, c'est 5, d'accord? Donc là, il y a une bonne et une mauvaise réponse. L'idée ici n'est pas l'idée de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est plutôt l'idée de est-ce que la réponse du sujet va dans le sens du trait mesuré ou pas dans le sens du trait mesuré. Donc quand on parle en termes de réussite, c'est va dans le sens du trait que je veux mesurer, d'accord? Et pas dans le sens réussir, rater, comme pour une évaluation ou un examen. Donc ça c'est une chose importante parce que ça va revenir un petit peu plus loin quand on fera ce qu'on appelle les analyses d'items. Alors je vous ai mis quelques petits cas concrets. Alors pourquoi je vous ai mis ces cas concrets? Parce que je voudrais que vous ayez un peu un regard sur ces tests. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tests, si vous en avez déjà manipulé, peut-être pas. J'en ai pris au hasard quelques-uns. Je ne veux pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mauvais, ou c'est bon, etc. Mais je veux éveiller votre esprit critique. Donc, vous montrer quelques tests différents et vous regardiez un petit peu, vous gardiez un esprit critique par rapport à ce que je vous donne là. Je vous dis pas ça c'est bien parce qu'ils font comme ça c'est pas bien parce qu'ils font comme ça. Simplement regardez et mettez-vous dans l'ambiance de ces quelques tests. Donc, en évaluation de la personnalité, mais par exemple, j'ai choisi de vous montrer le MMPI. Je ne sais pas si vous connaissez le MMPI, qui est une aide au diagnostic psychiatrique en fait. Donc en fait, c'est un test qui permet d'évaluer des troubles de la personnalité chez certains sujets. Alors ça, c'est une vieille photo, enfin, c'est un vieux MMPI. Il faut savoir qu'il y a la version 2 maintenant. Donc c'est important parce que je parlais aussi de la conception matérielle du test. Pourquoi je dis c'est un vieux test? Vous voyez, c'est une boîte en bois, il y a des petites fiches à l'intérieur. Et donc ce qui se passe, c'est que sur chaque fiche, il y a une petite phrase. Et l'idée, c'est que le sujet doit se prononcer en disant si cette phrase lui ressemble ou ne lui ressemble pas. Est-ce que c'est vrai pour lui, est-ce que ce n'est pas vrai pour lui? Donc j'ai ici quelques petits exemples de fiches. Vous voyez, la E13, c'est les policiers sont généralement braves gens. Est-ce que je trouve que c'est vrai? Donc le sujet doit dire s'il pense que c'est vrai, que c'est faux, ou en gros s'il n'a pas d'avis, il dit je ne sais pas. Cela m'est égal d'être taquiné. J'aime l'excitation de la foule, etc., etc. Il y en a, vous avez vu la boîte, il y en a énormément. Je ne sais plus combien.
En gros, ça prend entre 1 heure et 1 heure et demie pour passer le test. Et donc, ce qu'on demande au sujet, avec l'ancienne version en tout cas, on lui demandait de faire 3 tas. Il avait un tas où il devait rassembler toutes les fiches qui pour lui étaient vraies, toutes les fiches pour lui c'était faux, et toutes les fiches où il ne savait pas. Et puis, le chercheur, à partir de là, enfin le psychométricien, le psychologue, récoltait et devait interpréter des éléments de personnalité de sujet. Alors, il faut savoir que ce test a été validé sur plus de 1000 personnes. Donc, pour pouvoir tirer des informations, il faut savoir comment, en fonction des différentes personnalités, les gens réagissent à ces différentes petites phrases. Et donc, il faut beaucoup, il faut tester ça sur plein de gens pour trouver des tendances générales de traits de personnalité qui répondent en fonction des fiches. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ce test fonctionne. Alors, il y a un nouveau... il y a une nouvelle version qu'on appelle MMPI 2, qui n'est pas très différente de l'autre, à savoir qu'au lieu d'avoir des fiches, les sujets ont la liste des phrases, et puis comme un examen d'un troisième mesure, ils ont un feuillet réponse avec des numéros, on demande simplement de cocher vrai ou faux, ou s'ils ne savent pas, ils cochent ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça qu'ils recueillent l'information. Donc déjà, je pense que c'est intéressant, c'est pour vous de se dire, oui, mais comment est-ce qu'on va traiter ça? Comment est-ce que c'est interprété? Je ne vous donne pas de réponse. Voilà, vous voyez ce que c'est. C'est intéressant aussi de voir au niveau de la conception du matériel, comment ça fonctionne. On pourrait peut-être imaginer que maintenant, on pourrait fonctionner avec une version informatisée où le sujet coche différentes choses et puis que clac, tout ça est relu de manière informatique et on sort une cartographie de la personnalité du sujet. Oui. Quand vous dites 1000 personnes, pour savoir quelle personne avait le trouble de la personnalité, donc 10 000 personnes identiques, ou alors ça s'est passé comment? Alors, donc quand on fait, il faut d'abord que, on va y revenir, mais quand on construit un test, il faut d'abord, donc un test c'est quoi? Ça va être de pouvoir situer une personne par rapport à une population de référence, d'accord? Et donc pour faire ça, il y a tout un ensemble d'étapes. Il y a un premier ensemble d'étapes qui nous amène à construire ce qu'on va appeler un prototype, un test prototypique. Comme quand on veut construire une nouvelle voiture, eh bien on décide d'un certain nombre de réglages à la voiture et on a notre voiture prototype et puis on la fait tourner sur des circuits et puis on voit comment la voiture réagit et en fonction on change certaines choses dans le prototype et puis à un moment donné quand on est content, on a notre voiture qu'on va mettre sur le marché. Bien pour le test c'est la même chose. On décide un certain nombre d'éléments, on a ce qu'on appelle un test prototypique, et pour pouvoir, au lieu de faire tourner sur le circuit pour voir comment il réagit, pour faire ça, on le fait passer à un ensemble de sujets qui sont le plus possible ressemblants à la population cible du test. Donc, si c'est un test pour des enfants entre 4 et 5 ans, qui ont tel trouble, on devra le faire passer à un ensemble d'enfants de tel âge, etc. Donc, ici, comme c'est un test de personnalité de manière tout à fait générale, on a pris 1000 personnes, je ne vais pas dire au hasard, mais on pourrait dire tout venant, mais peut-être aussi des personnes avec des traits de personnalité bien connus, de manière à pouvoir voir comment ils réagissaient par rapport au test lui-même. Et donc, on recueille, donc ce prototype, on le fait passer à cet échantillon de personnes, on recueille des informations. Ces informations, elles vont nous aider à réfléchir sur le prototype, on verra tout à l'heure, comment, en faisant ce qu'on appelle des analyses d'items, des mesures de fiabilité et de validité, et puis de retourner peut-être sur le test à changer certaines choses, refaire passer, etc. Et puis quand on est content, eh bien on va construire ce qu'on appelle des normes et standardiser le test de manière à pouvoir situer le sujet. Il faut quand même vérifier. Ou alors si on a répondu autant vrai comme ça. Mais donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Ça, j'ai pas fait la recherche à leur place, donc je peux pas vous dire. Mais donc, en fait, ils ont
à mon avis, ils avaient des personnes dont ils avaient les traits de personnalité, et puis ils ont vu comment ces personnes réagissaient à tel et tel critère, où ils mettaient telle phrase en vrai, en faux, etc. Et donc ils ont pu construire une espèce de cartographie de réaction en fonction des personnalités aux différentes fiches proposées. Et puis après, ils ont évidemment normalisé, ils ont essayé de normaliser, et de dire, tiens, maintenant je prends un sujet dont je ne connais pas la personnalité, je lui fais passer le test, et je vais pouvoir le comparer à cet échantillon dont là je connaissais les personnalités, et que j'ai vu comment ils réagissaient au test, de manière à construire les normes. Si vous voulez faire un test pour connaître, je sais pas moi, un stade dans la maladie de Parkinson, 3 stades dans la maladie de Parkinson, vous avez un Parkinsonien, vous ne connaissez pas le stade, eh bien on pourrait imaginer des chercheurs aient mis en point un test qui permet de déterminer le stade du sujet dans sa maladie de Parkinson. Alors pour faire ça, ce qu'ils ont dû faire, c'est évidemment réfléchir à la maladie de Parkinson, les caractéristiques, etc. Prendre un échantillon de Parkinsoniens de stade 1, faire passer le test, de stade 2, faire passer le test, de stade 3, faire passer le test, voir comment ils réagissaient, construire comme ça des normes, à savoir, ceux Parkinsoniens de stade 1, eh bien, leur résultat au test va de, je sais pas moi, de 10 à 15, quand ils ont fait tout leur traitement quantitatif et numérique. Ceux de stade 2, eh bien, va de 15 à 20, et puis stade 3, et puis après, donc comme ça, ils ont créé ce qu'on appelle des normes, grâce à cette population de référence. Et puis, ils prennent un sujet dont ils ne connaissent pas le stade, ils font passer le test, ils regardent son score, et puis ils voient s'il tombe dans la catégorie des stades 1, des stades 2, des stades 3. Donc, évidemment, pour pouvoir le construire, il faut, au départ, avoir des sujets dont on connaît le trait ou la personnalité ou l'élément qu'on veut mesurer, évidemment. Alors, deuxième exemple, c'est le test de Rosendweck qui permet en fait une analyse de la capacité du sujet à résoudre une situation conflictuelle. Et donc, on va tester les réactions de l'individu en situation de frustration, en situation conflictuelle. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, on présente des extraits de BD, donc là vous en avez 2, une à la fois, d'accord, avec à chaque fois 2 personnages, un personnage où il y a une bulle qui présente une situation, vous voyez là, c'est « je suis vraiment désolée d'avoir éclaboussé vos vêtements, nous avons pourtant fait tout notre possible pour éviter la flaque », et le sujet testé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remplir la bulle du sujet suivant, en imaginant ce qui répondrait à la personne. Alors on lui dit qu'il ne faut pas traîner, il ne faut pas trop réfléchir, que ça doit être dans la spontanéité ce qu'il répondrait. Et puis l'autre situation, c'est voilà, c'est épouvantable, cette vase préférée de ma mère, vous venez le casser. Et la personne dit je m'en fous, je suis vraiment désolée, ou je vais aller en racheter un autre. Et en fonction des réponses, alors là je vous laisse aussi un peu réfléchir sur ce qui se passe, c'est que les gens vont répondre quelque chose, ils vont écrire quelque chose, et puis le psychologue va devoir analyser ce qui est dit pour finalement tirer des informations et donc interpréter. Et donc l'idée c'est de finalement catégoriser le sujet en trois dimensions dans l'agression. C'est extra-punitif, c'est-à-dire c'est de ta faute. Intra-punitif, je m'excuse, c'est de ma faute. Ou impunitif, c'est celui qui dit c'est pas grave, un genre de choses. Et aussi en termes de type de réaction, donc prédominance de l'obstacle, insistance sur la situation frustrante, oh là là c'est terrible, défense du moi, insistance sur le ressenti, je suis vraiment désolée, ou persistance du besoin, j'en achèterai un autre. Et donc, c'est clair que c'est pas toujours ça que les sujets vont répondre, mais il faut pouvoir essayer, avec ce qu'ils répondent, de rentrer dans une de ces 3 catégories-là. Alors, pour quantifier tout ça, donc d'abord que les chercheurs ont mis en place des techniques de quantification particulières. Alors, ce qui est important ici de voir, c'est que l'idée, c'est de voir dans quelle mesure... donc, on ne va pas trop s'écarter de la norme.
Donc, est-ce qu'on est, on est dans la norme, ou bien est-ce qu'on est dans l'extra-punitif, ou dans l'impunitif, ou bien est-ce qu'on est plutôt dans la norme? Et donc, c'est intéressant d'aller voir s'il y a certains sites internet qui vous présentent des tests et qui vous expliquent comment répondre aux tests pour avoir l'air plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Donc, dans tous les tests de recrutement et ce genre de choses, il y a des sites qui expliquent comment, dans le test de l'arbre, vous explique comment faire un arbre pour que vous ne soyez pas trop impulsif, pas trop introverti, pas trop ancré sur le passé, etc. etc. Enfin, c'est super intéressant. Et donc voilà, par rapport à celui-ci, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ce qu'ils vont faire, c'est que pour chacune en fait des 9 catégories qui est le croisement en fait entre les types de réactions et la distinction de l'agression, ils vont comparer ce que le sujet a dit par rapport aux fréquences moyennes de la population générale. Donc dans la population générale, il y a plus de fréquences de réponses de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là, et on situe le sujet par rapport à ces normes de la population générale. Et donc l'idée, pour avoir l'air normal, ordinaire, c'est de ne pas trop s'écarter de la population générale. À partir du moment où on s'écarte des effectifs proposés par la population générale, c'est qu'il y a quelque chose à aller trouver, ou à aller chercher, ou à aller comprendre. Donc ça, c'est des 2 exemples dans test de personnalité. Il y en a d'autres, mais dans les tests de personnalité aussi toutes ces notions de projection. Donc tous ces tests qui utilisent la notion de projection, dans laquelle en fait l'idée c'est qu'on essaye de voir comment le sujet va se projeter dans ce qu'on lui présente. Et il y a le Blackie Test par exemple, où là c'est une BD avec 9 petites vignettes, 12, donc j'ai 9, il y en a 12, qui sont utilisées pour étudier les personnalités chez les enfants. Et donc de nouveau, on demande à l'enfant d'expliquer ce qui se passe et de se dire, tiens, s'il était le petit chien noir, comment est-ce qu'il réagirait dans la situation, pour essayer de faire sortir des traits de personnalité du sujet. Un autre test, mais ça qui est super connu, c'est le test de Rorschach, qui est très utilisé en psychologie clinique. Je suppose que vous connaissez, j'ai déjà entendu parler du test de Rorschach, où l'idée c'est qu'on présente des tâches au sujet et eh bien, le sujet doit dire ce qu'il y voit, et en fonction de ce qu'il dit qu'il y voit, on va tirer des informations sur certains traits de personnalité de la personne, donc sur la structuration de la personnalité de la personne et sur certaines fixations que la personne pourrait avoir et qui auraient été cristallisées dans son enfance. Voilà, donc c'est pas les vraies images. Les vraies images du Rorschach, on les montre jamais. Donc, je vous en montre 2, mais ce ne sont pas les vraies. Vous voyez un peu père avec une pipe et une canne quand même. Et un oiseau. Mais à droite, au-dessus, je vois une ours. À droite, je vois un oiseau. Je vois la tour. Ok, alors ce qui est intéressant de voir, c'est tout ce qu'il y a derrière, parce que je ne sais pas si, peut-être que si vous prenez psychoclinique, un jour on vous expliquera comment faire du Rorschach. C'est quelque chose de très 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 complexe, puisque l'idée c'est, évidemment, le sujet il va dire des choses, il va produire de la parole, c'est intéressant aussi, hein, ça. Il va produire de la parole, et puis vous, avec ce qu'il a dit, il va falloir interpréter des choses. Alors on a essayé évidemment de cadrer le plus possible, faire des analyses, travailler avec l'analyse de contenu, créer des indices qui permettent de... Alors vous voyez qu'ici, par exemple, on regarde, est-ce que la réponse est de type humaine, donc est-ce que le sujet voit un humain, ou bien est-ce qu'il voit un animal, est-ce qu'il voit un objet, est-ce qu'il voit du sang, est-ce qu'il voit des parties anatomiques, géographiques, de l'alimentation, et tous ces indices permettent aux psychologues finalement de quantifier. Donc vous voyez, c'est du quantitatif au service du qualitatif, puisqu'on
on est dans du discours de l'humain, donc on est dans du qualitatif, et puis pour pouvoir dire des choses, on va utiliser du quantitatif puisqu'on va créer des indices. Alors par exemple, il y a l'indice qui est la réponse forme, donc est-ce que le sujet parle de forme, oui, non, ou plus ou moins. Et puis on ne s'arrête pas là parce qu'avec cet indice de forme, il est là, voilà, vous voyez qu'on cherche des trucs super compliqués pour regarder le pourcentage d'F+ par rapport au total des réponses formes en comptant, enfin, voilà. Je ne vous donne pas mon avis, mais ça c'est un type de test qui existe. Il y en existe plein d'autres. Alors, le test de l'arbre, super intéressant, le test de l'arbre, donc on demande aux personnes de dessiner un arbre, et ce test révèle votre personnalité. Et puis, je sais pas, c'est critique, hein, je vous laisse. Et donc, vous voyez que si vous faites des arbres super compliqués comme ça révèle le fait que vous êtes dans le mensonge. Là, ça exprime la fureur. Alors, en fait, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne une feuille A4 et on vous demande de dessiner l'arbre au milieu de la feuille. Et puis, pour aider évidemment le psychologue à traiter, il y a des... On a essayé de mettre en place des techniques d'analyse du dessin. Donc, il y a différentes manières d'analyser. Une manière, c'est il faut diviser la page en 4 et regarder ce qu'il y a dans les 4 cases. Ou ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Et en fonction de si votre arbre est plutôt sur la gauche ou plutôt sur la droite, etc., ça veut dire des choses. Et donc ici, voilà, vous avez la superposition. Donc ça s'analyse en quarts. Et donc c'est plutôt vers la gauche, vous êtes centré sur le passé, vous êtes introverti. C'est plutôt vers la droite, vous êtes plutôt du côté du père, penché vers le futur, l'extraversion. Mais alors il y a une autre technique qui est de diviser en croix. Voilà, et donc diviser en croix, et en fonction de ce qu'il y a dans les 4 quarts, mais que je suis en train de dessiner ici, eh bien ça veut dire des choses par rapport à votre personnalité. Voilà. Je voulais juste tout ça. Alors, tout ça va arriver aux étapes de construction d'un instrument de mesure. Donc on va rentrer dans des choses beaucoup plus pragmatiques.